Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Ephiriel et pour animer cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonsoir Théo, comment vas-tu ? Salut Zéphiriel, ça va, on enchaîne bien les enregistrements en ce moment, c'est assez cool. Ouais. Et tout va bien pour moi à ce niveau-là, c'est très chouette. Et toi ? Bah écoute, ça va très bien aussi et je plus sois effectivement, on enchaîne beaucoup les enregistrements et c'est super agréable. La façon dont je le dis, ça avait l'air de genre beaucoup trop, mais en vrai pas du tout. C'est super agréable parce qu'il y a plein de choses à dire et plein de choses à écouter surtout et j'adore ça, donc j'en prends plein la gueule et c'est génial, dans le bon sens du terme. Ce soir une émission encore un petit peu spéciale puisqu'on adore ça et on va arrêter de dire que ces émissions sont spéciales parce qu'elles le sont toutes finalement, mais c'est ce qu'on veut aussi, donc on va continuer à le dire, je sais pas quoi dire. Bref, ce soir on retrouve un invité qu'on avait eu il y a un petit moment déjà pour la sortie d'un épisode spécial en 2 parties qui était consacré à The Loop. Je ne sais pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, donc je ne sais pas quand ce que c'était par rapport au temps où vous l'avez écouté, mais bref, vous m'avez compris. On reçoit le fabuleux Maxime Rambourg. Bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très content d'être réinvité et de faire cette deuxième expérience avec vous. Plaisir de te recevoir encore une fois. Pourquoi t'es là ? Bah en fait, si vous avez écouté l'émission de The Loop, à un moment dans l'émission, on se dit avec Max que il y aurait plein de choses à dire sur le sujet de kit de démarrage de Proto et du reste. Et je crois que c'est Théo qui avait sauté sur l'occasion en disant attention, il y a un truc à faire. Et derrière, évidemment, il y a un truc qui a été fait et vous êtes en train de l'écouter. Donc voilà, l'annonce du sujet de ce soir, ce sera le kit de démarrage de Proto. Alors c'est très nébuleux la façon dont on le présente, mais on va faire une grosse première partie sur la présentation de Maxime, un peu sur lui en tant qu'auteur et comment il s'est lancé dans le métier de créateur de jeux de société. Puis après, on élaguera un peu le comment toi, Maxime, tu te lances dans la création, par quelles étapes tu passes, et ainsi de suite. Ça va faire un peu écho au premier épisode de 6388 où on avait fait tout ça avec toi, Théo. Mais du coup, ça peut être un écho assez intéressant pour voir comment vous travaillez chacun de votre côté, comment vous travaillez aussi ensemble, parce que j'imagine qu'il y aura aussi des références à vos co-auteurs. Et puis voilà, est-ce que ça vous semble bon comme programme ? 100%, ça fait plein de fois, vous m'entendez régulièrement dans 63-80 dire mais ce n'est que mon point de vue en tant qu'auteur et tous les auteurs-autrices sont assez différents, donc on s'est dit qu'avoir Max pour nous raconter aussi son point de vue du démarrage du début d'un prototype, c'était un bon moyen de donner la parole à d'autres personnes et que vous ayez un retour qui soit différent sur certains points. Exactement. Mais écoute, lançons-nous tout de suite en te présentant un tout petit peu Max, donc auteur sur Big Book of Madness, Arena for the Gods et le truc de plus, tout ça édité chez Yellow. Le coffret trésor chez Ozu, que je ne connais pas du tout, c'est une maison d'édition que je ne connais pas, et The Loop avec Catch Up Games et Théo. Depuis combien de temps tu t'es lancé dans la création de jeux de société ? C'est une bonne question, c'est assez difficile d'y répondre parce que j'ai presque envie de te dire depuis que j'ai 5-6 ans. En fait, parce que créer des jeux, essayer d'inventer des jeux ou d'essayer de refabriquer des jeux auxquels j'avais joué ou des jeux vidéo et de les mettre sur papier, etc. Je le fais depuis que je suis gamin, en fait. J'ai vraiment toujours fait ça. Donc c'est un peu dur de dire quand est-ce que je me suis lancé dans la création pure. Ton plus vieux souvenir par rapport à ça, c'est quoi, juste par curiosité ? Plus vieux souvenir, ça doit être à l'école primaire, donc je sais pas quel âge on a en fin d'école primaire, mais on n'est pas très âgé. Et je crois que j'ai joué chez un copain un truc de figurine, mais il avait dû faire des règles à sa sauce à lui, tu vois. Mais j'ai tout de suite, je suis rentré chez moi. J'ai pris des Playmobil, je leur ai mis des POG en dessous des pieds, c'était leur point de vie, et il y avait un dé qui les faisait se déplacer, attaquer, enfin, je ne sais pas pourquoi ni d'où ça vient, mais j'avais tout de suite eu envie de recommencer l'expérience avec le peu de jouets, les jouets que j'avais chez moi, et j'ai vraiment toujours eu cette créativité-là, et un peu dans tous les domaines en fait. À chaque fois que je suis rentré un demi-orteil dans un domaine artistique, j'ai toujours été tiens, comment ça marche, est-ce que moi j'y arriverais, je sais pas, j'avais toujours une envie de
créer des trucs. Et du coup, t'allais dire que tu savais pas quand est-ce que tu t'es vraiment lancé. Alors, on va parler de milieu créatif pro, entre guillemets, là où tu me dis que tu vas te faire rémunérer pour ça. Quand est-ce que ta première expérience là-dessus, elle est venue quand ? Ouais, ça c'est arrivé donc après l'ouverture de la fin de l'ours. Donc moi j'ai co-fondé un bar à jeux associatif à Nancy. Je faisais déjà pas mal de protos, bon, donc depuis que j'étais gamin, mais c'était soit pour moi, soit pour faire marrer les potes, pour amuser les amis. Il y avait pas beaucoup plus de prétention que ça. Le café-jeu, je le monte avec un certain Gabriel Durnerin, et ça va être important pour la suite de l'histoire, parce que Gab, lui, il est embauché chez Yellow en tant que chef de projet. Je pense au bout de 1 an ou 2 de café-jeu, une fois que ça tourne assez bien, lui il arrive à trouver ce poste-là. Et moi je continue à créer des trucs sur mon temps libre. Et à un moment donné arrive le prototype de Big Book of Madness, où j'ai une idée de deck building coopératif. Et Gab qui lui commence aussi à avoir un peu d'expérience en chef de projet et qui voit passer beaucoup de choses, il tilte un peu sur ce concept-là et il me sollicite vivement et fortement d'aller le montrer chez Yellow. Et donc ça démarre à ce moment-là, et là on est en 2010, ouais on doit être aux alentours de 2010-2011. Ok, grosse expérience. Comment se passe l'expérience avec Yellow sur la présentation du proto ? Je suis hyper intimidé parce que j'ai jamais fait ça, je me sens pas du tout légitime, je prépare énormément, je fais un vrai beau proto, et je bosse le truc un peu comme un fou. Et l'expérience elle est géniale parce que dès le début, dès l'explication des règles, alors à l'époque c'est Thibaut Gruel qui est le gérant d'une boutique de jeux qui me reçoit et qui source chez Yellow, et dès l'explication des règles je vois que ça brille dans son œil quoi. Donc du coup je suis je me détends, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus enclin à montrer ce que j'ai fait. Et après on teste le jeu et il y a vraiment, je sens qu'il y a un engouement en fait. Et arrive le moment de fin de partie et du débrief où il confirme cet engouement mais en donnant beaucoup de réserves, en disant bah voilà on va re-regarder etc. Mais je repars, je me souviens vraiment de ce retour en bus à l'époque. Où à l'intérieur de mon petit cœur, je suis beaucoup trop content quoi. Déjà j'ai montré un jeu à un éditeur et en plus ils ont eu l'air d'apprécier le truc, donc je suis vraiment sur un petit nuage quoi à ce moment-là. Même avant même tu vois qu'ils me disent quoi que ce soit, qu'ils me disent ne serait-ce que d'avoir tenté cette expérience-là et d'avoir montré quelque chose, c'était un moment assez fort. La suite elle se passe comment ? T'as un temps de retour, t'as un retour tout de suite positif, on te demande de retravailler un peu le proto, si tu veux bien finir l'histoire du coup, parce que ça m'intéresse de connaître. Ouais, bien sûr. Alors après, tu vois là on est en 2010-2011, le jeu il sort en 2015, donc je vais essayer de vraiment raccourcir et de pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, ils me disent oui très vite sur le concept, et après tout de suite vient il y a du boulot quand même quoi, il y a pas mal de développement à faire, et là on se met avec Gab, on se met un peu le nez dedans, et ça dure 5 ans quoi. Moi c'est mon premier jeu, c'est la première fois que je fais ça, je me laisse un peu guider, et je comprends pas tout ce qui se passe autour de moi. Gab il a un peu d'expérience mais c'est pas non plus la folie, et c'est un peu aussi les premières expériences de développement pur et où il y a du boulot à faire, donc on met vraiment beaucoup de temps à valider les choses, et après il y a beaucoup de mouvements en interne chez Yellow, il y a des projets qui passent devant, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, etc. Donc c'est plein de petits aléas qui font que ça prend du temps. Mais c'est quand même une bonne première expérience malgré tout. Le retour, juste pour quand tu dis, ils te disent oui, le contrat il signe très rapidement derrière, ou t'as quand même des retravails. En fait, c'est juste, on parle très souvent du contrat en fait, du coup, et ça me tilte toujours de savoir quand est-ce que il est signé, validé en 2010, et du coup le jeu sort en 2015, donc il y a quand même une étape assez longue entre les deux, mais qui est ok, ou est-ce que en fait on demande de travailler un peu le truc, tu travailles un peu avec eux et le contrat vient plus tard? Ça remonte à une dizaine d'années, donc j'ai peu de souvenirs précis. Je sais que le contrat arrive assez vite, sans que moi si je dois le demander, mais en fait je me laisse énormément guider par Gabriel, et je le laisse vraiment faire les choses comme moi. J'ai vraiment pas la prétention de savoir comment ça se passe, et que je fais une confiance absolue et totale à Gab, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur plein d'autres projets, que ce soit à la fac ou pour la fin de l'ours. Donc je
je me laisse totalement en confiance, je me laisse porter par Gab qui gère tout ça en fait, qui gère les délais, les contrats, les choses et qui fait en sorte que ça se passe bien. Et même là, avec le recul, je me dis que oui, c'était pour un premier contrat d'un premier auteur, c'était vraiment pas déconnant. Il y a plein de choses qui n'iraient pas et que je ne referais plus du tout, mais bon, c'était un premier contrat. Le reste de ton expérience avec Yellow, sur Big Book ou sur tes autres jeux avec eux, en termes de suivi de projet et de justement, parce qu'on en discute beaucoup sur le côté mise en relation illustrateur sur le projet, on l'avait vu avec The Loop que le fait d'avoir intégré Simon très rapidement dans le projet en termes d'expérience et d'échange sur le tout, c'était extrêmement positif et que voilà, il y avait beaucoup de choses. J'imagine que là à l'époque c'était complètement différent déjà. Ouais, clairement le fonctionnement Indie Hello est pas du tout le même. C'est pas ce que moi je recherche en tant qu'auteur. Donc après moi c'était mes premières expériences, donc j'imagine même pas que ça se fait autrement à ce moment-là. Mais je suis effectivement un peu surpris de pas être pris dans les boucles de décision par rapport à l'illustrateur, de pas du tout suivre les briefs qu'ils leur font, même les thématiques elles sont changées, je suis pas vraiment dans les discussions autour de ça. Donc effectivement moi ça à ce moment-là, je me dis que c'est normal et surtout que voilà, je fais confiance à Gabi qui lui me dit que ça se passe comme ça à peu près partout. Donc je trouve ça, j'en suis déçu, mais je trouve ça normal à cette époque-là. Quand tu dis, à un moment, t'as dit que les thématiques sont changées. Tu parles de la thématique globale du jeu parce que toi, t'es arrivé avec une mécanique pure et dure, ou juste t'étais parti sur une thématique générale et en fait, ça a été changé par la suite. Ouais, alors la première version du proto ou direct quand c'est la version qui est signée, ça se passe dans un asile de fous avec des zombies nazis et des infirmières zombies. Donc je comprends que Yellow était pas chaud du tout à ce moment-là. J'assume complètement ouais, ok, on va revoir la thématique et on va essayer de réfléchir ensemble à autre chose. Assez vite, le réfléchir ensemble, ça devient ce sera des magiciens et puis ils vont jeter des sorts. Je suis pas super chaud, mais comme j'ai rien d'autre qui me vient et que j'ai vraiment pas grand chose, j'ai vraiment la mécanique du jeu, mais c'est vrai que j'avoue, là pour le coup, sur ce projet-là, j'ai plus la mécanique que le thème, et le thème, moi je tourne autour de pas mal de choses qui sont soit trop décalées, soit trop geek et du coup qui me plaisent pas non plus à moi, donc c'est vrai quand t'arrives ça et assez vite je crois qu'il y a Nayad qui vient et qui commence à faire des illustrations, direct je fais oui, ouais on y va, c'est tellement beau, je veux bien qu'on fasse ça quoi. Donc clairement Nayad, encore une fois clairement c'est un style que j'adore aussi, donc je peux pas dire non. Théo, toi ça te choque le côté, ou ça te choque ou t'as déjà expérimenté ça, ce côté changement de thème un peu bon, là effectivement on parle de zombies nazis, donc je l'entends complètement, même si j'aurais kiffé avoir un thème zombie nazi aussi, mais ce changement un peu de direction un peu forte, tu l'as déjà expérimenté? Je l'ai jamais vécu de manière aussi j'allais dire violente, qui est pas le bon mot, mais de manière aussi forte, dans le sens où les quelques fois où le thème a pu évoluer, on en a discuté avec l'éditeur, ça a été amené dans un débat, on a posé des bases, ça a été vraiment des longues discussions pour arriver sur quelque chose qui se passe bien. Mais ça a notamment été le cas sur La Maison des Souris, qui avait un thème de sorcière qui a évolué vers ce thème un peu plus onirique, sur Détective Charlie, qui avait un thème de sorcière et qui a évolué vers quelque chose d'un peu plus mignon. Globalement, quand j'ai un thème de sorcière, ça finit mal. Mais généralement, ouais, je suis assez ouvert à la discussion quand l'éditeur amène sur le débat un thème qui me paraît supérieur à celui que j'avais, en gardant en tête que j'ai quand même réfléchi mon thème au moment où j'arrive avec mon proto. D'accord. Toi, t'as déjà bossé avec Yellow, cette façon de faire. Alors, je tape pas sur Yellow, hein, je comprends la façon de gérer le truc, mais cette façon du coup de gérer un peu le changement de thème, tout ça, ça me semble aussi cohérent et logique avec leur façon de faire en général. Yellow, c'est une boîte où effectivement il y a beaucoup de chefs de projet qui sont passés, qui sont repartis. C'est une boîte qui a de moins en moins, mais qui à une époque a eu un assez gros turnover dont j'ai fait partie. Et donc j'ai bossé sur Big Book of Madness à un moment, alors assez rapidement. Et c'est
je pense que c'est ça qui n'a pas aidé dans la communication et dans la gestion des auteurs. C'était vraiment ce côté de quand tu gères un projet et que 6 mois plus tard c'est quelqu'un d'autre qui le gère, c'est assez difficile de rattraper les wagons, de renouer une relation forte avec ton auteur, ton autrice, et d'avoir ce truc un peu rêvé qu'on a plusieurs fois décrit avec, notamment avec Catch Up Games, hein, où il y a vraiment une symbiose qui se crée. Néanmoins, Yellow a pas mal retravaillé un peu cette partie-là, et je pense que maintenant ils ont depuis quelques années déjà un peu plus conscience de l'aspect humain derrière la création ludique, et en tout cas, même si c'est un éditeur qui a, j'allais dire le défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, c'est quand même un gros éditeur. Du coup, on est moins chouchouté que par les petits éditeurs qui sortent généralement moins de jeux, hein. J'ai pas une relation aussi privilégiée que je peux l'avoir avec Yellow, même si j'ai fait beaucoup de jeux avec eux, que je peux l'avoir avec d'autres, mais j'ai pas non plus des masses de choses à leur reprocher. Ouais, clairement, c'est pas une volonté, je pense, de la part de Yellow de passer un peu à côté de la relation auteur. Et je pense que surtout à cette époque-là où il y a beaucoup de monde qui, comme disait Théo, qui arrive et qui part, je sais plus ce que je voulais dire exactement, mais c'était super pertinent. Je cherchais pas justement à chercher la faille chez Yellow ou tout comme ça. J'entends que c'est quand même une boîte qui est quand même un peu grosse et qui a forcément en fait du coup ce type de défaut là en fait qui est dur à rattraper, parce que boîte grosse ça signifie un peu plus de turnover, donc forcément plus de boulot pour chaque personne en général, et du coup un peu moins d'humains, sans vouloir dire qu'ils ont pas d'humains non plus, hein. Encore une fois, je les connais pas, quoi. En fait, moi, il y a un truc qui me fait un peu bugger, mais après je comprends, hein, les différents systèmes des différents éditeurs, et surtout par rapport à leur taille, mais chez les plus gros éditeurs, moi ce qui me met un peu dans l'incompréhension à chaque fois, c'est que la personne qui va faire le sourcing, qui va donc regarder des prototypes et dire tiens, ce prototype là il y a une bonne idée, ça n'est pas la même personne qui va après suivre le projet et le développer en tant que chef de projet. Des fois, hein, ça n'est pas la même personne. Mais déjà ça, je trouve qu'il y a un problème, parce que du coup ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas décidé de travailler sur ce projet-là, qui va travailler dessus. Donc dans un milieu un peu, allez, on va dire culturel, osons le mot, c'est toujours, voilà, ça me paraît bizarre. Et après derrière, c'est pas non plus la même personne qui va potentiellement finir le boulot, parce que entre temps il y a eu des démissions et etc. Et c'est pas la même personne non plus qui va faire la com sur le projet et qui va pousser le jeu et le mettre en avant, alors que il faut y mettre un peu du cœur quand même quand on veut mettre un projet comme ça en avant. Et du coup, il y a cette grande différence là par rapport aux petites structures, où dans les petites structures il va y avoir une ou deux personnes qui va tout faire, et donc la personne qui a choisi le projet, après elle va bosser dessus, donc elle l'a choisi parce qu'elle avait une envie, et donc elle va travailler dessus avec cette envie-là, et après une fois que le projet est terminé, c'est la même personne qui va le mettre en avant et faire la com dessus, et avec tout le travail que cette personne-là a fait sur le projet, elle va avoir envie de le mettre en avant avec plus de cœur en fait. Et c'est vraiment pour moi la grosse différence entre une petite et une grosse structure, elle se situe là. Oui, clairement, oui, voilà, c'est le point effectivement de friction un peu entre les trucs, c'est que quand ça passe d'une main à l'autre, t'as plus la sensation de gérer un produit plutôt qu'un gérer un vrai produit culturel, plutôt que, parce que je trouve que, c'est un débat à avoir, mais je trouve que le jeu en général reste un produit culturel aujourd'hui. Mais ok, d'accord. Arrêtons là la parenthèse Yellow, parce que j'ai l'impression du coup qu'on part sur un mauvais trip, alors qu'en vrai, moi de mon côté de joueur, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup pour plein de petites choses. On va passer sur la base proto, nouveau proto, création, créativité, mécanique, thème, tout ça. Toi, de ton côté, Max, comment tu fonctionnes en général? C'est-à-dire, tu disais que tu étais assez prolifique en termes de créativité ou d'idées, ou d'envie de créativité en tout cas. Comment ça se passe quand tu as une idée sur un petit truc, n'importe quoi? T'as un petit carnet sur lequel tu notes les trucs, t'es obligé de te lancer tout de suite sur une idée en découpant 3 bouts de carton et en notant des trucs dessus. Le truc idéal en général, ça se passe comment? C'est un peu compliqué parce que déjà j'essaye de pas du tout le conscientiser, de pas du tout l'intellectualiser, donc je fais pas attention à comment je fais, donc c'est un peu dur de savoir comment je fais, mais par contre j'ai énormément d'idées qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que je vais avoir plein d'idées, je sais qu'elles sont pas bonnes et ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien faire le tri là-dedans et voir où ça va. Et j'ai un carnet de notes, je note beaucoup de choses et je ne regarde jamais mes notes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une forme aussi de je note parce que peut-être que j'y reviendrai, peut-être que c'est pour vérifier, c'est plus pour mettre
pour mettre de la matière sur l'idée que j'avais, pour essayer de la matérialiser. Et du coup, je vais plutôt noter des petits schémas ou des listes de choses et tout pour voir où ça me mène par l'écrit, parce qu'à un moment donné, la pensée, elle est plus assez stable, elle est plus assez fixe pour pouvoir avancer sur une idée. D'accord, c'est une sorte de projection en fait sur carnet et te dire ok, tu te le matérialises différemment, mais au moins c'est intégré différemment pour toi. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Des fois, c'est vérifié aussi. Tiens, j'ai eu une idée qui est, alors là, c'est plutôt mécanique du coup. Est-ce que c'est juste une idée nulle ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Et des fois, en prenant des notes, en faisant un peu un petit schéma ou un petit tableau ou machin, je me dis ah oui non, ça ne marche pas du tout. Ou tiens, ça me donne une autre idée. C'est aussi un moyen aussi de pousser l'idée et de l'amener à autre chose. Après, sur cette quantité-là d'idées, il y en a pas beaucoup qui restent et qui aboutissent à tiens, je vais démarrer un prototype, ce qui pour moi est là vraiment la première étape. Théo, toi, l'idée de carnet, de noter et d'avoir des piles de carnet que tu regardes pas forcément, ça te parle, non? Ouais, 100%. Moi, j'en ai beaucoup, je les garde. Et un peu comme Max, c'est très très rare que je les reparcours. Je m'en sers quand même aussi un peu de post-it, de bloc-notes où je vais noter des trucs pour pouvoir revenir dessus plus tard en me disant j'avais fait une liste d'événements pour ce jeu dans lequel il y a des événements, c'était quoi déjà? Mais globalement, la plupart du temps, ouais, c'est plus pour poser ma pensée et avoir quelque chose. Même si j'expérimente depuis pas longtemps un nouveau fonctionnement qui est pas encore parfait mais que j'aime bien, où j'ai un tout petit carnet que j'ai, alors là je sors pas trop de chez moi, mais en théorie tout le temps quand je sors de chez moi, sur lequel je note que des pitchs. Je m'en sers jamais comme post-it, je m'en sers jamais pour prendre des notes un peu approfondies, mais si j'ai une idée de jeu, je la note dessus en me disant je note juste le pitch de départ, et si à un moment je dois feuilleter un carnet, c'est celui-là que je refeuilleterai. D'accord, tu fais un tri dans tes idées, dans tes carnets en fait finalement. Ouais, après j'avoue que je suis un peu carnet frix, j'adore ça, j'en ai plein de tailles différentes, de plein de couleurs différentes, je les décore un peu quand je les commence, j'essaye de noter la date, qu'il soit vraiment clean, ce genre de choses, et j'expérimente régulièrement de nouveaux fonctionnements avec les carnets, de me dire j'en ai un très gros mais il reste chez moi, j'en ai un petit, j'en ai un moyen, vraiment j'ai envie c'est un outil que j'utilise beaucoup et de plein de manières différentes pour le coup. Max, toi, j'ai l'impression, dans ton discours en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, t'es plus basé sur la mécanique pour les protos. C'est un terme que tu as utilisé assez souvent quand on en parle là, sur le fait de dire quand tu penses à une mécanique où tu la mets sur ton carnet ou même sur les soldats dont tu parlais au tout début, t'avais l'impression de mettre une mécanique en place. C'est ta base de travail proto en général, ou alors je me fourvoie complètement et t'as aussi plein de thèmes qui viennent en face? Eh ben c'est les deux. Ça a longtemps été très mécanique les idées que j'avais, mais en fait hyper rapidement il me faut. Alors ça va complètement être paradoxal par rapport à ce que je racontais sur Big Book tout à l'heure, mais en même temps c'était il y a longtemps et j'ai un peu évolué depuis. Mais très rapidement, j'ai une thématique qui vient raconter quelque chose et qui vient j'allais dire se coller, mais du coup c'est pas du tout le bon terme, qui vient rentrer en symbiose avec la mécanique que j'ai pensé. Je me dis tiens, j'ai une mécanique, qu'est-ce que ça raconte pour les joueurs qui sont autour de la table, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mécaniquement? Ah bah du coup c'est intéressant parce que ça raconte cette histoire-là, donc ok, j'ai mon thème qui arrive aussi grâce à la mécanique. Après, je me rends compte maintenant que j'ai une volonté aussi, moi perso, de raconter un peu quelque chose et de faire vivre aux joueurs des situations particulières. Et je me focalise plus là-dessus, et des fois, là, je commence à avoir plus un thème, j'ai envie de raconter ça, et tiens, comment je vais le raconter mécaniquement. Donc c'est étrange parce que c'est assez lié en fait. Je l'ai longtemps séparé énormément, la mécanique et la thématique, et notamment quand j'étais animateur de jeu où je dissociais les deux pour pouvoir justement expliquer correctement un jeu, etc. Et je me rends compte que là maintenant sur de la création, je relie beaucoup plus facilement et les deux s'entremêlent vraiment plus. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu l'idée qu'il y a eu sur The Loop, quoi. T'as eu un peu les deux mécaniques plus thèmes qui sont arrivés en même temps, parce que t'avais le côté voyage dans le temps plus le fait de se déplacer visuellement sur une frise, non? Ouais, complètement. The Loop, c'est vraiment c'est un des projets qui arrive au moment où je me professionnalise entre guillemets, où je passe à temps plein sur le jeu et j'ai une autre démarche. Je vois plus du tout. Je vois pas la création de la même façon. C'est plus le même travail que je fais. Et du coup, il y a vraiment une réflexion derrière et il y a une envie de raconter quelque chose et d'avoir aussi
là c'est plus en tant que joueur, mais il y en a un peu marre des thématiques qui sont tout le temps les mêmes, et de pas trop oser sortir des sentiers battus. Alors ça se fait de plus en plus, mais il y a quand même eu toute une période cow-boy et chevalier qui était un petit peu redondante pour moi, ou marchand du 16e et 17e siècle. Et du coup il y avait vraiment une envie de sortir un peu de ça, parce qu'on peut commencer à se le permettre, quoi. Qu'est-ce qui a déclenché, et la question je pense qu'il va la poser pour Théo, parce que j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé, mais le passage à plein temps sur le fait de devenir créateur, en disant ok bah là je vais me lancer, je bosse, enfin vous bossiez tous les deux finalement déjà dans le monde du jeu d'une façon ou d'une autre, mais qu'est-ce qui a passé ce truc à l'activité création pure et dure pour toi, Max? Alors moi il y a un ensemble de deux choses qui arrivent en même temps. Il y a le fait que le café-jeu il se professionnalise de plus en plus, que la structure elle grossit et que le travail de gérant il devient un vrai travail de gestion. Moi j'aimais bien tenir un bar, boire des coups et jouer à des jeux et animer, présenter des jeux, etc. Mais tout le travail de logistique et de gestion d'équipe de bénévoles et de gestion administrative et de compta, c'est pas du tout mon truc. Donc il y a un peu ce poids-là d'un côté de mon travail, mon salaire, et d'un autre côté il y a le Big Book qui rencontre un succès et qui me génère un revenu auquel je ne touche pas puisque j'ai déjà un salaire et que je suis pas dépensier, que j'ai pas un grand train de vie, donc j'ai de l'argent qui s'accumule de côté. Et arrive un moment donné où je me dis bah là si j'arrête mon métier qui ne m'amuse plus trop, je peux tenir pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à de la création pure et voir ce que ça donne si j'arrive à sortir des nouveaux jeux et à de nouveau tenir 2 ans, etc. Théo, toi, qu'est-ce qui t'a fait craquer et passer de l'autre côté de la barrière? J'essaie de me reprojeter, je sais plus exactement, mais ce qui est un peu particulier, c'est que, en fait, un peu comme Max, le succès en moins à ce moment-là, ce qui me fait me lancer comme auteur, c'est plus le fait que je quitte mon travail précédent. Et en fait, moi, quand je quitte Repos Production, avec qui j'ai passé plutôt 2 chouettes années, mais avec qui, à ce moment-là, j'ai moins envie de travailler parce que la boîte a un peu grossi et j'ai envie d'avoir un peu plus d'indépendance. Je me lance en me disant, je vais être développeur indépendant. Donc vraiment, cette idée d'accompagner les éditeurs, etc. C'est dans ce cadre-là, et c'est à ce moment-là qu'on crée la team Kaedama avec Antoine, Corentin et Ludo. Et à ce moment-là, je me dis, ça va être ça principalement mon boulot. Et puis, fatalement, comme je serai à mon compte, j'aurai plus de temps pour me consacrer à la création ludique, à bosser sur mes jeux, etc. Et puis les deux forces s'équilibrent plus ou moins. La première année, j'étais surtout sur Kaedama, la deuxième assez moite-moite, cette année un peu plus sur mes créations, je pense. Et c'est vraiment par la force des choses pour le coup. Je referme cette parenthèse-là, on va revenir sur les idées proto et comment ça se génère. Max, comment tu l'as un peu expliqué, mais finalement, comment tu tries rapidement tes mauvaises des bonnes idées sur quand est-ce que tu as une mécanique qui vient et que tu arrives à lier au thème et que tu te dis ok, je vais le poser un peu plus. Quand est-ce que tu te rends compte que c'est un truc qui va pas fonctionner? Est-ce que tu es passé déjà par un premier test et un premier schéma technique sur ton carnet, et là ça te parle déjà un peu plus, et donc du coup quand c'est une bonne idée tu la passes à l'étape de création, ou est-ce que tu passes par quoi qu'il arrive par une étape de création quand tu sens qu'il y a un truc qui peut avoir lieu, quoi? Je parle pas de l'idée que tu as en revenant t'acheter ton pain, mais vraiment le truc qui t'a pris un peu plus au trip, quoi. Alors il y a plusieurs questions. Il y a le trier les bonnes et les mauvaises idées, ça se fait extrêmement naturellement chez moi parce que en fait les idées elles sont en tête, donc je note des choses, mais ça c'est déjà une forme de tri. Avant ça il y a une idée qui revient en fait. Il y a quelque chose c'est un peu de l'obsession, hein, c'est des schémas de cerveau différents, mais moi je vais penser à un concept de jeu, un projet, je vais y penser en permanence, revient tous les jours, tout le temps, et j'ai ça dans la tête et je construis mes petits trucs dans ma tête et tout, et quand je vois que j'y pense vraiment beaucoup, en fait je le remarque même pas, c'est-à-dire que naturellement je vais me mettre à réaliser un prototype, parce qu'il y a une envie en fait, si ça me trotte dans la tête à ce point-là, c'est que j'ai envie de le sortir de ma tête et que j'ai envie de le matérialiser, et direct je me lance dans la création d'un prototype. Et là il y a un deuxième tri qui se fait, c'est-à-dire que je crée quelque chose, en le créant ça prend déjà du temps de découper, de faire des fichiers, etc. Et il y a déjà des choses qui se matérialisent, et des fois je m'arrête parce que je vois que c'est pas du tout une bonne idée ou que je vais pas dans le bon sens.
Et à l'inverse, des fois, je vais jusqu'à ok, j'ai réussi à faire un prototype. Est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Les gens qui disent que ça marche mentent. Ça ne marche jamais quand on a fait un premier jet. Mais par contre, je vois si c'est intéressant de pousser plus loin ou pas, quoi. Ça, c'est déjà une bonne manière de faire le tri. Et c'est pas quand on dit faire le tri, ça peut paraître pour les gens qui vivent pas cette expérience-là une sorte de choix. À un moment donné, à un instant T, on fait le choix de dire oui ou non à un projet ou à quelque chose qu'on a dans la tête. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça se fait de façon beaucoup plus naturelle et de beaucoup plus. En fait, j'ai envie, je continue à pousser le truc. J'ai pas envie, je continue pas à pousser le truc. C'est pas vraiment de ça marche pas. C'est est-ce que j'ai envie de continuer dans cette idée-là. Je ressens vachement notre première discussion, Théo, là-dessus. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que pour toi c'est... Ouais, 100%. Il y a vraiment ce truc de... Mais c'est très bizarre. Hein. J'en reparlais sur le Discord du vaisseau Hypersensas là il y a pas longtemps avec des auteurs, mais ce feeling-là, il est quand même assez étrange. Il y a un truc assez dans l'instinct en fait, et dans le truc de se dire à un moment, tiens, c'est ce jeu-là j'y vais, ce jeu-là j'y vais pas, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens, quoi. Max, on avait un peu discuté sur The Loop, je me souviens, mais juste pour confirmer un peu le côté qualité proto, parce que Théo, tu me confirmes, mais toi tu fais tout de suite un truc qui est visuellement assez accrocheur pour toi et qui te donne envie d'aller un peu plus loin, c'est ça ? Je prends très vite le temps d'aller sur ce terrain-là, ouais. Toi, Max, c'était pas du tout le cas. T'arrives plus à projeter le côté mécanique et le thème dans ta tête. Enfin, plus du coup le côté thème en disant ok, j'ai pas besoin d'embellir un peu mon proto parce que j'ai envie de pouvoir l'avancer très vite. Et du coup, tu le fais tester assez rapidement en version brouillon, ou tu prends quand même un peu de temps de design? Je prends pas beaucoup de temps de design sur des premières intuitions et des choses que moi je vais manipuler. Alors je fais ça correctement quand même, c'est pas du brouillon à l'écrit avec des ratures et au crayon de papier, c'est des fichiers correctement faits et imprimés, même si après ils subissent des grands coups de crayonnage et de gribouillage, mais par contre, quand je passe à l'étape d'après, qui est de le montrer à des gens, à des testeurs, là j'essaye de faire attention qu'il y ait justement plus un gribouillage dans un coin à crayon de papier avec une note d'écrit, un chiffre qui va pas, une couleur de cube qui est pas la bonne par rapport au matériel qu'il y a, des détails comme ça. J'essaye de les corriger. Après, ça reste extrêmement épuré, moi, en termes d'illustration. Là, j'ai un très bon exemple sous les yeux. J'ai un proto à côté de moi sur lequel ça fait 2 semaines que je bosse dessus, et là, effectivement, Covid oblige, confinement, je peux pas le montrer à des gens. Et c'est pas dégueulasse, mais c'est-à-dire qu'il y a 7 icônes et ces icônes-là, elles sont répétées un peu partout et elles avaient un peu de sens au début du projet, et là le projet il a tellement évolué qu'elles commencent à perdre un peu de leur sens. Et pour l'instant, j'ai pas prévu de me refaire tout un travail de me poser avec pour rechoisir des bonnes illustrations qui vont bien, de refaire ça au propre, quoi. C'est une étape qui vient un petit peu plus tard chez moi. On va passer sur le kit du bon proto, parce que j'ai appelé ça comme ça. Je suis pas sûr que ça a un sens quand je le dis finalement. C'est quoi pour toi et même du coup pour Théo, parce que on peut faire un rappel sur comment toi tu bosses, mais le kit du bon proto, qu'est-ce qu'il vous faut demain pour vous dire ok go, j'ai une idée en tête, j'ai une mécanique, bam, on va essayer de la faire, que ce soit des cartes ou des tuiles ou des pions ou n'importe quoi, des immeubles, n'importe. Qu'est-ce qu'il vous faut entre les mains? Ça va être un cutter, une règle, un crayon, j'imagine, mais moi, voilà, c'est le truc que j'ai en tête, mais qu'est-ce que j'ai pas en tête qu'il me faudrait vraiment pour me dire, non, en fait, il te faudra aussi ça parce que ça permettra de faire ça. Aucune idée. Je pense au découpeur de carrelage de Théo parce que je l'ai encore en tête. Mais... Le fameux. Ça, c'est un peu extrême, ça. Alors, j'ai envie de te dire que ça dépend du projet, mais on va prendre un truc un peu global et un peu général. Il y a un élément important que t'as pas cité, qui pour moi est important, c'est l'imprimante. C'est ce qui permet justement de faire quelque chose d'assez qualitatif avec peu de moyens. C'est-à-dire que moi, si je dois dessiner quelque chose, ça va être horrible, hein, donc je me lance pas là-dedans. J'ai pas de feutre et j'ai pas de crayon de couleur. Je vais chercher des icônes qui sont correctes. Il y a plein de sites qui permettent de le faire. Et je fais une petite mise en page de mes cartes à jouer, des éléments de jeu dont j'ai besoin. Et là, je vais imprimer. Et du coup, il y a 2 choses. Il y a l'impression des cartes. Et ça, derrière, c'est des sleeves, des protège-cartes avec une vraie carte derrière pour que ce soit un peu rigide. Mais je bosse beaucoup avec ça.
Et après, il y a la technique du stickers, de la feuille autocollante. J'imprime quelque chose d'autocollant, je le colle sur un bout de carton, et là, au cutter et à la règle, je vais découper mes bouts de carton pour avoir des tuiles, pour avoir un beau plateau de jeu, pour avoir des jetons, n'importe quoi, des points de victoire, des choses comme ça. Ça, c'est assez nécessaire. Et du coup, dans ces deux actions-là, il y a toujours l'imprimante, quoi. Et qui dit imprimante dit aussi logiciel, c'est un gros mot pour moi, mais de design, de dessin, pour pouvoir justement matérialiser ces idées et après les imprimer. Théo, du coup, j'imagine que tu relayes complètement. Moi, pour le coup, sur ça, on est exactement sur le même matos, hein. Moi, le papier sleeve pour faire des jolies cartes, pions avec du carton et du papier autocollant, c'est parfait. Et un truc que moi, Max m'a un peu déstressé, je le faisais pas trop au début, et c'est quand en partie quand on a commencé à bosser ensemble, ou quand je suis passé chez toi la première fois, je pense, c'est n'hésitez pas à piller des jeux déjà existants aussi. À la fois prendre des éléments dans vos jeux, dans votre ludothèque. Moi, je mets des petits post-it quand j'ai pris un élément pour les ranger plus tard, mais en me disant, tiens, mes pépites d'or de Dicestone sont dans tel proto, etc., ce genre de choses. Et pas hésiter aussi à traîner dans les... alors si vous avez le temps et l'envie évidemment, hein, mais dans les vides-greniers, dans les Emmaüs, dans tous ces trucs-là, pour acheter des vieux jeux pas terribles pour rien, et récupérer des pions, des trucs. Moi je sais que je me suis fait toute un armada de pions très vite comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui si j'ai besoin d'un D6, bah, j'en ai 35, 50 dans un tiroir, et donc j'ai très vite un D6 de la bonne taille et de la bonne couleur si jamais j'en ai besoin. Ça peut être un meilleur moyen que d'acheter du matériel sur Tout pour le jeu ou Spin Material, qui est un endroit où on peut acheter des pions de toute forme et de toute taille, mais il faut les acheter, et forcément c'est un petit budget qu'on n'a pas toujours à mettre quand on commence dans la création ludique. Ouais, moi c'est exactement ce sur quoi je voulais aller aussi, et moi j'avais énormément de chance de bosser dans un café-jeu où t'as beaucoup de jeux qui tournent, qui ne servent plus, qu'on va soit revendre, soit jeter, ou des doublons, des choses comme ça. Et il y a eu toute une période où moi je pillais ça allègrement, et j'ai jeté les boîtes en carton et j'ai rangé les cubes avec les cubes, les meeples avec les meeples, les cartes avec les cartes, et du coup j'ai une quantité de matos qui est presque effrayante. J'ai plus besoin d'acheter ou de chercher du matos, et dès que j'ai une idée je me dis ah tiens il me faut des cubes, ok ben ils sont là, il me faut des pépites d'or comme tu disais, j'ai à peu près tout ce qui pourrait être utile, quoi. Et c'est vrai que ça sert beaucoup à pas se dire ben tiens c'est un petit bout de papier dans un coin, ou c'est un petit bout de carton sur lequel j'ai imprimé quelque chose. Non, j'ai vraiment déjà la pépite qu'il me faut pour ce que ça doit raconter, quoi. Ok, ça fait déjà pas mal de choses, mais j'avoue le côté piller les anciens jeux sur les brocantes ou quoi, c'est une super idée à laquelle moi j'aurais jamais pensé pour le coup. Pour l'étape d'après, on avait parlé de l'imprimante 3D. Alors je sais que c'est quand même un sacré budget, mine de rien, on tape quelque chose déjà un nombre à 3 chiffres, mais c'est quelque chose qui est utile, pourquoi pas, parce qu'en vrai on peut faire des trucs vraiment cool ou c'est vraiment du luxe. C'est compliqué de répondre à ça, parce que j'ai trop envie de te dire c'est totalement inutile une imprimante 3D, c'est vraiment pour le luxe, et c'est pour après c'est utile pour peaufiner son proto et avoir des belles pièces si t'as le temps et les connaissances pour le faire. Mais en même temps l'expérience de The Loop, bah elle vient contredire ça, parce que si j'ai pas une imprimante 3D et que je me dis pas tiens on va faire une tour, et bah tiens je vais m'y mettre moi, on va pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, ça m'intéresse de passer du temps, ça me fait rire de réfléchir à ça, bah peut-être que on l'aurait pas fait la tour, ou qu'elle serait pas pareille, enfin tu vois je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné, mais c'est parce que on a une imprimante 3D qu'on a fait cette tour. Donc et jusqu'à maintenant je me disais que c'était un jouet, c'est un beau jouet, un jouet de papa quoi, mais ça restait un jouet. Et là je me dis bah en fait non, ça m'a permis d'avoir une idée créative et de l'insérer dans un jeu, donc je suis un peu plus mitigé sur à quoi ça sert, mais en vrai c'est un beau jouet. Théo ? Ouais, je suis 100% d'accord avec le discours de Max, il y a vraiment ce côté de... C'est un très bon moyen de faire des très beaux prototypes, et pour moi c'est vraiment très important, et donc bah je suis très content quand je me dis tiens je vais pouvoir faire un pion à la bonne taille, à la bonne tête que j'ai envie, etc. Je vais l'imprimer, il aura la couleur que j'ai envie. Sur ça c'est vraiment du caviar. C'est du petit détail, mais moi elle me sert aussi régulièrement dans la vie normale de la vraie vie. Genre j'ai réparé des meubles parce que j'avais perdu des pièces de Ikea et je les ai retrouvées imprimées en 3D, j'ai fait un peu de la déco, j'ai imprimé des figurines, c'est un objet qui est quand même vraiment polyvalent.
Et après, je rejoins Max sur ça, c'est l'ouverture à l'opportunité de faire des jeux un peu différents et auxquels j'aurais même pas réfléchi ou envisagé de faire si j'avais pas eu l'outil. L'exemple que j'ai en tête, c'est pas un jeu que moi j'ai fait, c'est Paku Paku de Antoine Boza, que lui a affirmé et a vraiment appelé le jeu de l'imprimante 3D. C'est un jeu où on empile des bols et des assiettes frénétiquement en lançant des dés. C'est un jeu que Antoine n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu d'imprimante 3D sous la main, parce que en fait il aurait eu l'idée, il serait dit ah ouais on pourrait le faire un peu comme ça. Ah ouais mais en fait c'est relou, j'ai pas de quoi faire des bols et je vais pas acheter de la petite vaisselle super chère et relou à trouver, je suis pas capable de le faire. Et là où ça aurait été une zone de blocage, alors peut-être que le jeu serait parti dans une autre direction, peut-être que ça aurait été abstrait avec des cubes en bois ou avec des dés ou avec autre chose, mais rapidement l'imprimante 3D est arrivée comme une solution. Et ce proto, sous la forme dont il a été présenté à l'éditeur et qu'il a été édité, n'aurait pu exister que grâce à l'imprimante 3D pour le coup. J'ai un peu un contre-exemple par rapport à ça, où moi je suis extrêmement féru de jeux de Pichenette en tout genre. Et du coup je réfléchis régulièrement à des idées de proto, j'ai jamais rien qui est extrêmement pertinent, mais je réfléchis régulièrement et j'arrive pas à trouver le bon matériel. J'ai plein de jetons en bois qui se pitchent, etc. Et j'ai pas le bon rebond, le bon glissement. Et je me suis mis à faire des jetons justement moi-même en 3D avec la bonne densité de plastique, etc. Et jusqu'à trouver le bon effet que je voulais. Et en même temps ça me sert à rien, j'ai pas trouvé le jeu qui va avec, et j'ai pas derrière, si je vais le montrer à un éditeur, lui ce sera pas la même matière, donc ça aura pas le même rebond, ça aura pas le même effet, et donc c'est vraiment je me suis bien amusé, mais ça m'a pas avancé plus que ça, quoi. Ah, là on est dans le nerdisme du Pichenette, quoi, c'est fou. Oui, ouais, j'avoue, je vais un peu loin là-dessus. Non mais c'est génial parce qu'en vrai je comprends, je pense que dans d'autres sujets, tu vois, tu parles des jetons pour faire de la pichenette, mais en vrai, moi je pourrais te parler de dés et dire en vrai, je pense qu'il y a certains dés que j'aime pas lancer parce qu'ils ont pas le bon poids, pas la bonne texture, pas la bonne arête de dés. Donc la première chose que j'ai fait avec mon imprimante, c'était des dés, et j'en ai refait plein jusqu'à ce que justement il y ait la bonne arête, le bon poids. On est complètement d'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Théo, est-ce que tu as des questions ou des choses que j'aurais complètement oubliées et que tu voudrais ajouter ou poser comme question? Un petit truc, mais qui est toujours intéressant parce que ça diffère beaucoup entre les auteurs et les autrices de jeux. Tu utilises quel logiciel pour faire ta modélisation, pas 3D, mais de cartes, etc., tout ton matos? Alors moi, c'est à la fois très honteux et à la fois, je pense, une source d'espoir pour tous ceux qui sont comme moi très doués en informatique, c'est-à-dire pas du tout. J'utilise Office Draw. C'est vraiment le truc le plus simple du monde, et en fait je me suis tellement habitué à ça depuis des années que j'ai beaucoup de mal à passer sur un logiciel plus pro. Alors ça pose un peu des soucis quand je dois partager mes fichiers, etc. Et je ne peux que du coup passer par du PDF après derrière. Mais j'ai une capacité de rapidité sur ce logiciel-là qui est assez démente, quoi. Je peux faire vraiment un deck de cartes en quelques minutes, et j'ai tous mes automatismes qui sont dessus, et j'arrive à faire tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas forcément besoin de plus. Et c'est vrai que c'est un peu... je sais que les autres auteurs ont des logiciels plus performants et de vrais illustrateurs, de vrais designers, mais moi j'en ressens pas forcément le besoin. Oh, tu es Bruno Catala et Ludovic Maublanc, ils font tout sur PowerPoint et ils s'en sortent très bien. Toi, tu fais sur quoi, Théo? Moi, j'utilise la suite Affinity, qui est effectivement une suite de graphisme imaginée pour faire du graphisme. Mais parce que, pareil, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je suis des tutos, je suis en apprentissage un peu pour faire des jolis trucs. Mais je rejoins Max et j'ai fini par le comprendre aussi quand j'ai pesté sur Ludovic, quand il m'envoyait ses protos en PowerPoint en lui disant mais c'est pas possible mec, c'est ton métier, télécharge Photoshop au moins, quoi. Et en fait le meilleur outil dans ce cadre-là, c'est celui que vous maîtrisez et celui qui est pas contraignant à utiliser, en fait. Comme on n'a pas besoin d'avoir un graphisme extrêmement poussé dans l'absolu, prenez le logiciel sur lequel c'est pépouze, vous vous sentez bien et ça va vite. Si jamais c'est un truc joli et un truc pratique et facilement partageable, c'est génial. Si jamais c'est OpenOffice Draw ou PowerPoint, c'est pas grave, hein, tant que votre truc il est lisible à la fin, c'est le but premier. Ouais, il faut pas que l'outil devienne un frein à la création, en fait. C'est plutôt, il doit être là pour aider et pas pour freiner le tout, quoi. 100%. Écoutez, on a fait le tour, je pense, du sujet, et c'est plutôt pas mal. Je vais me faire un petit résumé que j'ai noté en 3-4 points. Dans un premier temps, le truc que j'ai retenu, c'est qu'il fallait toujours noter ses idées sur un carnet
plus ou moins dédié, faites-le comme vous voulez, mais l'idée c'est au moins de le noter quelque part. C'est qu'en notant les choses qu'on arrive à s'en souvenir soi-même et parfois qu'on arrive même à les projeter différemment. Donc voilà, pour toi Max, du coup, mais peut-être Théo aussi, quand une idée est redondante, c'est-à-dire qu'elle revient régulièrement, c'est qu'il y a peut-être un truc à creuser, donc c'est là où il faut essayer de la créer différemment, de la sortir un peu. En termes de matos, l'imprimante, c'est ce que je retiens. J'ai l'impression que c'est fou parce que l'imprimante, c'est le truc qu'on n'a plus du tout chez soi aujourd'hui. Ça me paraît incroyable, mais c'est vrai. Et pour le coup, c'est la première chose à avoir chez soi. Éventuellement des stickers, du sleeve pour les cartes, c'est ce qui me paraît le plus simple. N'hésitez pas à piller des anciens jeux, le Monopoly, etc. et faire les brocantes quand vous pourrez en faire hors Covid pour pouvoir récupérer des anciens jetons, meeple et autres pour pouvoir les utiliser. Et je note que l'imprimante 3D, c'est un peu du luxe, mais en vrai, ça permet quand même, en cas où, de créer de nouvelles choses et de nouvelles mécaniques, de penser différemment les choses. Écoute, Max, merci encore 1000 fois d'être passé encore une fois dans l'émission, d'être venu nous voir. Tu reviens quand tu veux, toujours. Bah avec plaisir, c'était merci de m'avoir invité, c'était vraiment chouette. Théo, évidemment, on se retrouve à la prochaine émission avec grand plaisir. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais j'ai des idées en tête et j'imagine que tu en as plein aussi. Ouais, on va continuer d'explorer un peu les invités là. En ce moment, ça a été notre cycle d'invités un peu, et puis non, je serai fidèle au poste quoi qu'il arrive. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour Zef pour moi et Théo pour toi. Et n'oubliez pas que 6388 est un podcast de Vaisseau Hypersensas, de VHS, dans lequel nous avons un Discord où Théo est extrêmement présent. Si vous avez besoin de discuter avec lui, poser des questions ou de l'embêter un peu, il adore ça. VHS a aussi son Patreon, donc si vous vous sentez d'humeur très sympathique, n'hésitez pas à passer par là pour nous verser quelques oboles, histoire de voir si on peut améliorer notre vaisseau et continuer nos différents voyages podcastiques à travers le monde. On se retrouve dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça, et prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et voilà, ciao ciao. Salut. Salut.